J'ai toujours rêvé d'avoir un bébé. Un sourire merveilleux, des petits pieds à croquer. Et par-dessus tout, je pensais que l'accouchement serait la plus belle chose qui pourrait m'arriver. Mais ça, c'était avant que ma collègue me raconte son accouchement. Disons simplement que sa version était bien différente de mon imaginaire. Il y avait surtout des détails, beaucoup de détails, des sensations, des fluides, des mots que je n'étais pas prête à entendre un mardi à 18 h. J'ai réalisé que j'avais beaucoup d'idées reçues sur le sujet et que la réalité était bien différente. Mais alors, serait-il possible que ce jour merveilleux se transforme en expérience traumatisante? Bienvenue dans la tête dans les données. La tête dans les données? Parce que la science, ça fait rêver. Nous accueillons aujourd'hui Antje Horsch, professeur associé à l'Université de Lausanne. Antje est psychologue de formation et a obtenu son doctorat à l'Université d'Oxford. C'est une spécialiste de la santé mentale dans la périnatalité et plus particulièrement de l'influence que le trauma et le stress peuvent avoir sur les parents autour de la naissance de leur enfant. Elle vous expliquera pendant cet épisode notamment pourquoi c'est peut-être une bonne idée de jouer à Tetris juste après votre accouchement. Bonne écoute! Alors Andy, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à la tête dans les données. On était super contente de te recevoir. Du coup, on commence toujours nos entretiens par une fake news que tu vas pouvoir débunker ou pas. Donc, alors, on dit que pour une femme, l'accouchement, ça doit être le plus beau jour de sa vie, sinon c'est pas normal. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors évidemment, je pense que pour beaucoup de femmes, beaucoup de parents, en fait, le jour de la naissance de leur enfant, évidemment, c'est un jour absolument spécial, magnifique, avec beaucoup de joie. Mais non, malheureusement, c'est pas toujours le cas que c'est très très beau, forcément. En fait, environ 30%, des fois même plus, on trouve dans la littérature internationale des femmes, en fait, trouvent que leur accouchement a été traumatique. Donc malheureusement, il y a quand même pas mal de femmes qui ont un vécu traumatique de leur accouchement. Et du coup, alors toi, en lien avec justement cette problématique, tu es arrivé au CHUV en 2011 et tu as créé le Lausanne Perinatal Research Group. Alors pourquoi est-ce qu'il y a, en fait, il y a besoin d'un groupe de recherche sur une partie de la vie qui est aussi précise? Alors la période périnatale, pour moi, ça veut dire c'est vraiment dès la conception jusqu'à plus ou moins une année postpartum. Donc ça veut dire que dedans, on a toute la période de grossesse, le processus de l'accouchement et aussi évidemment la première année postpartum. C'est une période très très importante dans la vie de chacun, chacune, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Alors moi et mon groupe de recherche s'intéressent particulièrement pour le stress et le trauma qui peut arriver en fait pendant cette période-là. Et on s'intéresse particulièrement en fait pour l'impact des événements stressants ou traumatiques sur la santé mentale et sur le bien-être des parents. Et ensuite, comment est-ce que ces effets du stress et du trauma peuvent être transmis au bébé, donc à la génération future. C'est très important à s'intéresser à cette période-là parce que le plus vite, en fait, on peut intervenir le mieux quelque part. Donc, c'est pour ça aussi, dans mon groupe de recherche, on travaille sur des interventions pour justement, idéalement, soit prévenir le développement des problèmes de santé mentale, ou si malheureusement il y a des problèmes de santé mentale qui se développent, de les traiter, donc de soutenir au mieux les familles et donc aussi idéalement d'éviter la transmission intergénérationnelle des effets du stress et du trauma. Alors justement, tu nous as parlé de stress et un de vos grands sujets de recherche, c'est le stress post-traumatique que tu as mentionné. Alors, est-ce que tu peux déjà nous expliquer déjà ce que c'est et aussi quel est le lien avec la périnatalité? Alors le stress post-traumatique, c'est vrai que quand on entend parler du stress post-traumatique, on pense souvent plutôt aux autres événements traumatiques comme la guerre ou des catastrophes naturelles ou
Voilà, d'autres comme récemment on a entendu l'incendie à Crans-Montana. On pense aux événements comme ça qui peuvent être traumatisants pour les personnes. C'est vrai que ça peut être assez surprenant si on parle d'un accouchement. Pourquoi est-ce qu'un accouchement peut être traumatique? Parce que ça peut être, il peut y avoir des moments où la mère ou les parents ont eu une perception de menace, soit pour la vie de la mère qui accouche et ou pour l'enfant. Et s'il y a cette perception de menace, en fait, ça peut tourner, euh, ça peut en fait déclencher dans ce vécu traumatique qui peut ensuite en fait déclencher le développement des symptômes du stress post-traumatique. Il y a 4 symptômes, groupes de symptômes qui sont typiques. Le premier groupe, c'est des intrusions qui viennent à l'esprit d'une manière involontaire. Donc, ça peut être des pensées, ça peut être des images. Souvent, ces intrusions sont en fait multimodales. Pendant la nuit, ça peut être des rêves, des cauchemars. Et on parle aussi des flashbacks. Donc ça, c'est des intrusions, des moments où on a l'impression que certains moments de l'événement traumatique, on va revivre en fait ces moments. Donc c'est vraiment des flashs de reviviscence des événements les plus pires du trauma. Ensuite, le deuxième groupe, c'est l'évitement. Donc, on va éviter des situations qui nous rappellent, par exemple, d'un accouchement traumatique. On va éviter les personnes qui en étaient impliquées, des lieux, d'autres triggers, d'autres stimuli qui pourraient déclencher en fait les souvenirs en lien avec l'accouchement traumatique. Ensuite, il y a des dépressions, des symptômes de dépression dans des pensées négatives, une humeur négative. Et finalement, il y a aussi des symptômes de hyperréactivité. Cela veut dire qu'il y a une activation physiologique au niveau du corps qui amène, par exemple, aux troubles de sommeil, d'attention, mais aussi quelque chose qu'on appelle la hyperréactivité. Donc, on a l'impression que quelque chose de grave, de menaçant pourra arriver de nouveau à tout moment. Et souvent, par exemple, après un accouchement traumatique, on peut observer que les parents qui sont traumatisés sont très, très hyper vigilants par rapport à leur enfant. Donc, c'est difficile pour ces parents, en fait, de pas être en souci que quelque chose de grave pourrait arriver à leur enfant de nouveau. Et ça, tu me disais juste avant que c'est principalement déclenché par des moments de menace, soit durant l'accouchement ou avant. Oui, c'est vraiment une perception de menace. Donc, ça veut dire, des fois, ça peut être des vraies complications qui arrivent, comme des césariennes en urgence, par exemple, ou d'autres complications qui peuvent arriver pendant l'accouchement. Des fois, cette perception de menace peut aussi arriver sans avoir eu des complications. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. On parle vraiment d'une perception subjective d'une menace qui a été vécue par des parents. Et des fois, c'est en lien avec une, si on veut dire, menace objective, des fois pas forcément. Donc, cela veut dire que même si dans les yeux, par exemple, de l'équipe médico-soignante, l'accouchement s'est bien passé, sans complications, il se peut quand même que pour la personne qui a accouché ou pour les parents, ça a été vécu comme étant traumatique. C'est possible. Et du coup, alors, pour le prévenir, pour essayer de diminuer les risques d'avoir ce stress post-traumatique, toi et ton équipe, vous avez trouvé une stratégie assez étonnante qui est de jouer à Tetris. Ça nous paraît fou comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez eu cette idée et puis comment ça fonctionne? Alors oui, ça peut être très surprenant de parler du Tetris dans ce contexte-là. Alors, c'est vraiment une idée qui a été développée
en 2000, dans les années après 2000, par une équipe à Oxford à l'époque, Université d'Oxford, où j'étais à l'époque. Quelqu'un qui s'appelle Emily Holmes et son équipe avaient travaillé en fait dans le labo en regardant en détail l'impact des diverses tâches en fait sur le développement des intrusions traumatiques suite à l'exposition à un paradigme qui s'appelle le Trauma Film Paradigm. Donc, ça a été en fait des brèves vidéos, des films du cinéma qui contenaient des scènes traumatiques, comme des accidents de voiture, par exemple. Et quand les personnes en bonne santé, comme les étudiants souvent, a été exposé à ces vidéos, les étudiants ou les participants dans ces études ont développé quelques intrusions qui duraient pas longtemps, mais voilà, pendant les premières heures après avoir vu ces films. Et donc, Emily Holmes et son équipe à l'époque avaient regardé, alors si on fait différentes tâches, est-ce que ça pourrait en fait influencer le développement des intrusions ou pas? Et elle avait trouvé qu'en fait, si on faisait une tâche visio-spatiale, cognitive visio-spatiale complexe, comme le jeu d'ordinateur Tetris, en fait, ceci avait comme résultat que les participantes avaient moins d'intrusions en comparaison avec, par exemple, une tâche verbale ou avec aucune activité après avoir vu ces vidéos traumatiques. Et l'explication, en fait, des résultats a été vraiment basée sur des études neuroscientifiques en lien avec un processus qu'on appelle la consolidation de mémoire. Et brièvement, après un événement comme un événement traumatique, en fait, on pense que ça prend une certaine durée pour la mémoire de se consolider. Donc, on pense plus ou moins 6 heures, mais voilà, ça c'est une estimation qui se base sur des études, surtout en lien avec des rats dans le labo. Donc, ça vient vraiment de la recherche fondamentale. Et donc, pendant ce processus de consolidation de mémoire, en fait, la mémoire est transférée du short terme à long terme. Et pendant cette période de consolidation, ça veut dire que la mémoire, elle est encore malléable parce qu'elle n'est pas encore consolidée. Par contre, une fois que le processus s'arrête, la mémoire, elle est consolidée et elle est archivée, si on veut dire ça, dans la mémoire long terme. Et à ce moment-là, la mémoire, elle est plus malléable. Et l'idée avec ce jeu Tetris, en fait, c'est que ce qu'on observe avec les intrusions traumatiques dont je racontais tout à l'heure, c'est que ces intrusions, en fait, sont formées ou se développent surtout dans la partie visio-spatiale du cerveau, parce que, comme j'ai dit avant, la plupart des intrusions sont quand même visuelles. Donc, souvent, c'est multimodal, mais même si c'est multisensoriel, il y a surtout des images. Et donc, l'idée a été, alors si on demandait à la personne, pendant la phase de consolidation de mémoire, de faire une tâche qui prend assez ressources dans le cerveau visio-spatial, est-ce que peut-être on pourra interférer en fait avec cette consolidation de mémoire parce que peut-être il y aura une compétition de ressources dans le cerveau. Voilà, ça c'était un petit peu l'hypothèse sous-jacente de ce processus. Et quand j'ai vu ces travaux à l'époque, j'étais vraiment très frappée en fait par l'importance, à mon avis, de ces résultats, surtout pour la clinique. Et
je me suis dit, il faudrait faire quelque chose avec ça, il faudrait vraiment essayer en fait de traduire ces résultats dans la clinique. Et donc, dès le moment où je suis arrivée en Suisse, j'ai tout de suite en fait commencé à m'y mettre. Et donc, nous avons fait une première étude, donc une première étude randomisée contrôlée ici au CHUV avec les femmes qui avaient une césarienne en urgence parce que c'est ça le groupe à plus haut risque de développer un stress post-traumatique en comparaison avec d'autres modes d'accouchement. Et le groupe d'intervention avait effectivement joué le jeu Tetris pendant 15 minutes seulement, une fois, mais le timing a été important. Donc, les femmes ont joué ce jeu pendant les premières 6 heures après la césarienne en urgence. Et après, il y avait évidemment aussi un groupe contrôle qui avait fait les mêmes évaluations, mais qui n'avait pas eu cette intervention. Et voilà, les résultats de cette première étude randomisée contrôlée ont été vraiment très, très positifs. Donc, on a pu montrer que les femmes qui avaient accouché avaient beaucoup moins d'intrusions traumatiques pendant la première semaine qui suivait leur césarienne en urgence. Et à 1 mois postpartum, il y avait aussi moins de symptômes d'intrusion qui font partie du stress post-traumatique. Et donc, on était très encouragés par ces résultats. Et donc, depuis, on a continué à travailler sur ce paradigme. Et donc, on a ensuite fait une deuxième étude randomisée contrôlée, mais cette fois multicentrique, donc au CHUV et aux HUG à Genève. Et cette fois, en fait, on avait formé les sages-femmes dans la salle d'accouchement et en postpartum de faire l'intervention avec les femmes qui avaient accouché pour que ça pourrait être mieux intégré en fait dans les soins de routine, pour que ça n'interfère pas du tout en fait avec les premiers soins qui sont donnés à la femme et aussi à l'enfant évidemment. Et cette fois, le design, il était encore aussi plus rigoureux. Donc, on avait pas seulement un groupe de contrôle standard, mais en fait, on avait un groupe placebo, donc une autre activité qui a été comparable et matchée sur plusieurs critères avec le Tetris, mais voilà, c'était une activité de contrôle actif. Et de nouveau, on a pu montrer en fait avec un échantillon beaucoup plus grand cette fois aussi qu'il y avait des mêmes effets et encore que les effets ont continué jusqu'à 6 mois postpartum. Donc ça a été vraiment très encourageant de voir que jusqu'à 6 mois postpartum, nous avons pu montrer que le groupe d'intervention avait moins de symptômes du stress post-traumatique. Et on a vu aussi dans les descriptifs qualitatifs qu'il y avait vraiment des changements. Donc ça veut dire que les femmes, évidemment, n'oublient pas les expériences traumatiques, par exemple, mais elles disent, par exemple, que maintenant, elles se rappellent encore de ces moments, mais les souvenirs n'ont plus les mêmes émotions rattachées comme avant. Aussi que les souvenirs sont moins vivants. Donc, c'est un peu comme un autre souvenir d'un autre événement. Mais il y a plus ce sentiment que c'est très présent, c'est très vivant, ça pourrait arriver de nouveau à n'importe quel moment. Donc, on voit des changements qualitatifs aussi dans les souvenirs, dans les intrusions. Juste avec 15 minutes de Tetris, au bon moment. Juste avec 15 minutes de Tetris. J'imagine bien toutes les participantes qui ont eu Tetris et qui ont dû imaginer être dans le groupe contrôle. Et puis globalement, alors quels sont les meilleurs moyens de prévention du stress post-traumatique dans le cadre de l'accouchement ? Alors, il y a beaucoup à dire, évidemment, parce que ça se joue sur beaucoup de niveaux différents, je pense. Alors, au niveau individuel, si on parle des parents,
Alors, évidemment, chaque personne vient déjà avec un certain bagage, avec peut-être déjà une certaine vulnérabilité. Donc, pour ces personnes-là, évidemment, le risque d'avoir un vécu traumatique est augmenté ou d'avoir des problèmes de santé mentale potentiels après est augmenté. Euh, alors là, on pourrait bien imaginer que pendant déjà les soins, pendant la grossesse, que ça soit discuté, que on puisse déjà parler de leurs attentes par rapport à l'accouchement, qu'on puisse déjà évaluer des inquiétudes potentielles que peuvent avoir les futurs parents et qu'on puisse en fait faire ce qu'on appelle un projet de naissance, donc vraiment travailler ensemble en fait sur un projet de naissance qui soit réaliste, qui soit adapté aussi par rapport au lieu qui est choisi pour l'accouchement, parce que certains hôpitaux mettent à disposition certaines choses, mais certains hôpitaux pas. Voilà, c'est aussi important que ça soit réaliste par rapport au lieu qui a été choisi. Donc, au niveau individuel, si on veut dire ça comme ça, des parents, il y a toute une préparation, une discussion qui est importante, qui peut se faire en lien avec les sages-femmes pendant la grossesse, mais aussi, évidemment, il y a des cours de préparation à la naissance et à la parentalité qui sont fortement recommandés de nouveau pour pouvoir discuter les attentes, pour poser des questions, discuter aussi des inquiétudes, etc. Après, il y a toute une couche plutôt système de soins ou voilà au niveau du lieu de l'accouchement et évidemment là c'est vraiment important que qu'il y aura une bonne communication entre le couple ou entre la femme qui accouche et l'équipe autour, qu'il y a une bonne communication qui soit assurée aussi pendant le travail, pendant l'accouchement, surtout s'il y a des moments d'urgence que il y a toujours quelqu'un qui accompagne en fait le couple, qui leur explique même très brièvement ce qui se passe. Il faut aussi évoquer évidemment le consentement pour toutes les procédures qui seront faites, toutes les interventions peut-être qui seront faites pendant le travail, pendant l'accouchement. Euh, et aussi, alors on sait que le soutien perçu pendant l'accouchement de la part des professionnels, mais aussi de la part du partenaire, est vraiment très important et ça peut être un facteur protecteur très très important. Super. Et alors du coup, pour terminer en fait cet entretien, on demande toujours quel est un de tes hot topics, donc un de tes sujets en recherche actuels qui a vraiment piqué ton intérêt et qui te passionne. Ça peut être dans ton domaine ou bien alors pas du tout. Est-ce que tu as en ce moment un sujet qui te passionne? Alors il y a trop de sujets qui me passionnent. Difficile de choisir juste un. Mais peut-être, oui, je peux parler en fait d'un projet qui a été récemment financé par le Fonds national suisse. Cette fois, en fait, on travaille sur la dépression, qui est en fait le problème de santé mentale le plus fréquent pendant la période périnatale, avec un taux de prévalence d'environ 15%. Et donc, le but de notre projet, c'est vraiment de comprendre mieux le vécu de cette dépression de la part des parents en Suisse. Donc, c'est vraiment, on amène des entretiens en ce moment partout en Suisse, dans différentes langues. Et on fait aussi des entretiens avec des professionnels de santé en périnatalité pour comprendre quel est leur vécu en fait du système de soins et quels sont peut-être les besoins en formation et des gaps en fait qui existent dans les services
Ensuite, le but, c'est de co-créer en fait avec des personnes, donc des parents concernés, en sous-groupe de parents concernés et en sous-groupe des professionnels de la périnatalité, un modèle de soins pour la dépression en période périnatale pour la Suisse. Parce qu'aujourd'hui, en fait, nous n'avons pas encore un modèle de soins, un standard de soins qui existe en Suisse. Et la troisième étape, c'est que nous sommes en train de développer en fait des guidelines, des recommandations pour la pratique clinique, de nouveau pour la Suisse, en lien avec la dépression périnatale. Parce que de nouveau, aujourd'hui, il n'y a pas des guidelines en Suisse, ce qui veut dire, par exemple, qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore un dépistage systématique pour la dépression. Alors, l'autre aspect innovateur, c'est on cherche proactivement aussi d'impliquer en fait tous les modèles familiaux dans ce projet et d'avoir un modèle de soins et des recommandations pour la pratique clinique qui s'appliquent en fait à tous les parents. Voilà. Donc ça, c'est aussi important à dire et ça me passionne. Super, alors merci beaucoup pour ton discours qui était hyper clair, hyper intéressant et aussi très sensible et très bienveillant. Et merci d'avoir accepté de participer à notre podcast. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ton intérêt. Merci d'avoir écouté La tête dans les données. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker ou commenter cette vidéo. Et nous, on se retrouve dans 2 mois pour un prochain épisode. À bientôt!